Bienvenue à tous, bonjour. Bienvenue dans cette formation sur, Power BI pour les RH. On va passer une petite demi-heure ensemble, hein, donc c'est très court. L'idée, hein, c'est toujours de vous proposer donc un avant-goût, un concentré d'une formation évidemment, sur Power BI qui serait, plus longue, hein. Power BI, on est en général sur des durées d'environ une dizaine d'heures, hein, que ce soit, en présentiel ou en classe virtuelle. À toi Aziz. Bonjour à tous. Moi, je me présente Dib Sablaziz. Je suis formateur, développeur spécialisé dans les outils Microsoft, donc certifié sur pas mal de ces outils-là. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter un peu les données qu'on va utiliser pour créer un rapport Power BI. Nos données sont dans un fichier Excel qui est celui-là. Alors, avec la liste des employés d'une entreprise, avec différentes informations. Bon, le premier tableau, il est assez bien structuré. Alors, lorsqu'on travaille avec des données Excel pour Power BI, vaut mieux que les données soient sous forme de tableau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on passe par, là actuellement, on a un tableau parce que j'ai l'onglet création de tableau. Mais généralement, lorsqu'on a des tableaux Excel, nous, on les appelle toujours des tableaux, mais ce n'est pas toujours des tableaux pour Excel parce que je peux avoir une simple plage comme ça. Lorsqu'on a une simple plage, en fait, j'ai plus l'onglet création de tableau. Donc, pour rendre ça un tableau, en fait, on passe par insertion, tableau, ou par accueil, mettre sous forme de tableau. C'est très important d'avoir des tableaux lorsqu'on veut utiliser des données dans Power BI, ainsi que dans d'autres outils Microsoft 365. Alors, je remets mon tableau. Donc, le premier tableau, c'est avec la liste des employés. Le deuxième tableau, c'est pour des formations qui ont été effectuées, ainsi de suite, et on souhaite analyser un peu le nombre de personnes qui ont effectué des formations, quel type de formation, est-ce que c'est à distance, ainsi de suite, et voir un peu les budgets. On voit un peu qu'au niveau de nos données, qu'on a un petit problème, c'est que les inscrits, on a fait une extraction d'un système, et les inscrits sont dans une cellule, séparée par des slash. On a le matricule, le nom, prénom, et puis on a une dernière colonne avec le budget. Le but, c'est de pouvoir traiter ces données-là et par la suite les utiliser pour créer notre rapport. Alors, sans plus tarder, je ferme mon classeur, puisque pour se connecter à des données Excel, le classeur doit être fermé. Et on va lancer Power BI. Alors, on va démarrer avec un rapport vierge. Et comme c'est indiqué dans la page, en fait, première chose, c'est d'aller chercher les données. Power BI, on retrouve un peu des plus de 170 connecteurs qu'on va retrouver dans la liste des connecteurs. Le principe des connecteurs, c'est je veux utiliser des données dans Excel, je vais utiliser un connecteur Excel. Mes données sont dans une page web, je vais utiliser un connecteur web. Une base de données, je vais utiliser un connecteur selon la base de données que j'utilise. Nos données sont dans un fichier Excel. Donc, je sélectionne Excel, soit un double-clic, soit se connecter, c'est pareil. Il va nous inviter à aller chercher le classeur Excel en question. Une fois sélectionné, je fais ouvrir. À partir de là, dans cette première étape, il nous invite à sélectionner les données dans notre classeur Excel. On voit que, en fait, là, j'ai les deux feuilles, employés et formation, et là, j'ai les deux tableaux. Généralement, on va préférer prendre des tableaux au lieu de prendre des feuilles. Je prends mon premier tableau. Une fois que je clique sur le nom, j'ai un aperçu sur les données. Et le deuxième, bien sûr, avec la liste des employés. À partir de là, j'ai deux choix. Soit charger les données dans Power BI et commencer à créer mon rapport, soit les transformer. Le premier tableau, je n'ai pas vraiment de modification à faire. Par contre, le premier, j'ai des transformations à réaliser, surtout pour la liste des inscrits. On fait transformer. Et là, on arrive dans l'outil Power Query. Power Query, c'est ce qu'on appelle un ETL. ETL, c'est Extract, Transform, Load.
Extract parce que bah, là, on vient d'extraire les données depuis notre source de données qui est Excel. Maintenant, par la suite, on va transformer les données. Une fois transformées, on va les charger dans Power BI. Alors là, c'est la liste des formations. Je renomme cette requête et par la suite, bon, là, je vérifie quand même un peu mes données. Bon, là, j'ai plusieurs informations qui sont affichées là pour que je puisse réaliser les différentes vérifications. Donc, on remarque que j'ai des informations valides ici, 100%, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de vide. Donc, ces informations-là, ils ne sont pas toujours visibles dans Power Query. Pour les afficher, on passe par l'onglet Affichage. Et là, j'ai plusieurs cases à cocher. Donc, si je décoche qualité de la colonne, j'ai plus d'informations concernant les erreurs, les vides, ainsi de suite. Si je coche, je les remets. J'ai une autre information, c'est le nombre de valeurs distinctes et uniques que je peux activer, désactiver par là. Distribution des colonnes. Ça me permet de voir si une colonne, si je suis censé avoir des doublons ou pas. Si, par exemple, cette colonne matricule, je ne suis pas censé avoir des doublons. Donc, on voit qu'il n'y a pas de doublons. Dernière case à cocher qu'on va évoquer, c'est profil de colonne. Par exemple, il se peut que j'ai des problèmes de saisie. À un moment donné, je ne sais pas, agent, c'est avec le tiret de 6 ou sans le tiret de 6. Donc, pour le voir, en activant profilage de la colonne, donc dès que je sélectionne une colonne, j'ai les informations qui s'affichent en bas. Donc, la distribution des valeurs, si une information est saisie de différentes façons, bah, je vais le voir directement ici. Généralement, dans Power Query, on ne va pas aller vérifier les informations en défilant vers le haut, vers le bas. On utilise ces outils-là. La plupart du temps, pour moi personnellement, cette case à cocher, puisque ça occupe beaucoup d'espace sur l'écran, je la décoche, je la coche lorsque j'en ai besoin. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Et on vérifie aussi une chose qui est très importante. Dans Excel, il n'y a pas la notion de typage de données, alors qu'ici, si. Le typage de données, ce n'est pas le format au niveau des cellules. C'est lorsque je définis le type d'information dans une colonne, ça veut dire que je ne peux stocker que ce type d'information dans cette colonne. Par exemple, pour la première colonne, on voit qu'il a défini le type d'information comme texte. On a les différents types d'informations qui sont disponibles ici. Et là, c'est ABC, c'est du texte. Si j'ai une autre colonne, par exemple, là, c'est des entiers. Ça veut dire que dans cette colonne, je ne peux pas avoir du texte ou autre chose. C'est vraiment que des entiers. Sinon, ça génère un message d'erreur. Et lors du chargement, on perd la donnée. Donc, il faut prendre le soin de vérifier ces informations, que les données sont bien typées, ainsi de suite. Donc, pour ce tableau-là, bah, on n'a pas de souci réellement. Donc, on revient sur liste commande. Là, on a ceci. Et à partir de là, on va voir que, bon, on a un problème au niveau des inscrits. Le principe, c'est d'avoir une ligne par inscrit. Ça veut dire que toutes les informations ici, Power BI, la date, le type de formation, ainsi de suite, vont se répéter pour chaque inscrit. Pour cela, on va faire un clic droit sur la colonne inscrit qui pose problème. Je vais fractionner la colonne par délimiteur parce que les inscrits sont séparés par des slash. Il détecte automatiquement. Si ça ne détecte pas automatiquement, généralement on arrive, c'est virgule, je peux, ou point virgule. Je vais venir choisir personnaliser, saisir mon séparateur. Alors, puisque là, fractionner la colonne, généralement, c'est fractionner une colonne par plusieurs colonnes. Moi, je n'ai pas besoin de d'autres colonnes, mais j'ai besoin d'avoir des lignes. Donc, dans les options avancées, j'ai la possibilité ici de fractionner soit en colonne, ce qui est par défaut, ou par ligne. Il me reste seulement à valider. OK. J'ai ma liste des inscrits, ligne par ligne. Bien sûr, toutes les informations ont été répétées pour chaque inscrit. La plupart des traitements dans Power Query, c'est souvent via le menu contextuel, en faisant un clic droit sur la colonne, ou lorsqu'on sélectionne plusieurs colonnes, où on a les fonctionnalités qui sont disponibles soit dans Accueil ou Transformer. Alors, une fois que c'est fait, là j'ai deux colonnes
avec le matricule et le nom. Le principe, c'est que je vais vouloir lier la liste des formations avec la liste des employés. Pour les lier, j'ai une information commune qui est les matricules. Donc, je vais devoir avoir deux colonnes avec matricule et le nom prénom. Pour cela, on va fractionner la colonne, cette fois, par délimiteur toujours. On va prendre personnalisé, un tiret de 6, et cette fois, on garde l'option par défaut qui est en colonne. On valide. On a un léger problème, c'est qu'il y a certains noms avec le tiret de 6. Donc, ce qu'on va faire, on va lui dire ici, le délimiteur le plus à gauche. Comme ça, il ignore les autres. On valide. Et là, on n'a plus de problème. Donc, alors juste, je supprime cette étape. Il suffit de renommer un peu nos deux colonnes. Oui, je profite de ce petit moment pour vous rappeler de poser vos questions hein, dans le chat si vous en avez. Hein, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre à la fin. Voilà. Et une fois que mes colonnes sont renommées, on retrouve un peu une bonne structure de données. Donc, on parle de format sous forme de liste. Donc, le principe des listes dans Excel, c'est pareil. C'est parce que souvent, on se retrouve avec des données dans Excel qui ne sont pas sous format de liste. Par exemple, c'est des tableaux qui sont déjà croisés, ainsi de suite, et ils ne sont pas exploitables. Lorsqu'on dit une liste dans Excel, c'est un seul tableau avec la première ligne qui contient les étiquettes des colonnes. Ces étiquettes doivent être uniques. Chaque colonne contient le même type de données. Pas de ligne vide, pas de colonne vide, et surtout pas de cellules fusionnées. Sinon, on aura du mal un petit peu avec Power Query et on va devoir réaliser plus de transformations. Voilà, mes transformations sont terminées. Une fois que j'ai terminé mes transformations, comme j'ai dit au début, Power Query, c'est un ETL, extract, transform, load. Donc là, j'ai réalisé les deux premières étapes, extract et transform. Maintenant, je vais charger mes données dans Power BI. Pour cela, dans Accueil, j'ai fermé et appliqué. Ceci de là, il va charger les données dans Power BI. Je retrouve les deux tableaux ici. J'ai une deuxième vue si je souhaite voir les données, les filtrer, les trier et autres. J'ai un aperçu des données dans la vue table et je peux basculer d'une table à une autre. Alors, partir de là, la partie, on a plusieurs étapes dans la création du rapport. Première partie, c'est la récupération des données et la transformation des données. Là, c'est un petit tableau avec pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de problématiques, mais par contre, on peut avoir des classeurs Excel ou des données qui proviennent des bases de données avec pas mal de problématiques. La partie de transformation des données, ça peut être un peu la phase la plus complexe dans la construction d'un rapport. Une fois que nos données sont bien traitées, par la suite, s'ils sont bien traités, ça nous simplifie la tâche lorsqu'on arrive dans Power BI. L'étape qui suit la transformation de données, c'est la modélisation. La modélisation, ça commence avec les relations. Et là, on a la vue modèle, parce que le but de transformer les données et les préparer, c'est pour construire un modèle de données. Et là, en fait, on va retrouver un peu nos deux tables qui sont liées, ils ont déjà été liés automatiquement. Normalement, Power BI, lors du premier chargement des données, il arrive à créer des liens automatiquement entre les tables. Bien sûr, il crée les liens en fonction des noms des colonnes, s'il trouve les colonnes qui sont nommées pareil, et s'il a la possibilité de créer cette relation. Là, il a créé une relation 1 à plusieurs. L'étoile signifie plusieurs. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la table employé, c'est des valeurs uniques au niveau des matricules, il n'y a pas de doublon. Et bien sûr, un employé peut avoir une ou plusieurs formations, d'où la relation 1 à plusieurs. Si on arrive dans cette étape et qu'il n'a pas créé de relation,
se peut qu'on arrive et qu'on trouve ça comme ça. Généralement, c'est qu'il a détecté qu'il y a des doublons au niveau de la table employée, au niveau des matricules. Et ça veut dire qu'on a un problème au niveau de la transformation. Donc il faut revenir dans Power Query et voir un peu c'est quoi le problème, pourquoi on a des doublons dans cette table. Alors, pour créer la relation manuellement, c'est tout simple. Je prends la colonne commune entre les deux tables, je la glisse vers l'autre colonne, la même. Et j'aurai cette fenêtre pour valider ma relation. Je vois qu'on a une cardinalité à plusieurs. C'est bon. Et je valide enregistrer. Ça, je crée ma relation. Les relations, à quoi ça sert? Donc, en fait, par exemple, j'ai besoin d'avoir le budget total par qualification. On revient sur le rapport. Pour créer des visuels, c'est assez simple. Je peux choisir un visuel dans la liste des visuels dans le volet visualisation, soit tout simplement, je vais aller cocher. Par exemple, je vais prendre les qualifications. Puisque qualification, c'est du texte, je vais avoir par défaut un tableau. Je coche, j'ai mon petit tableau qui est là. Et si je choisis par la suite budget, il me sort les budgets par qualification. Donc, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de relation? On va voir. Je supprime la relation. Si on revient sur le rapport, en fait, j'aurai le total budget qui va se répéter pour chaque qualification, puisqu'il n'y a pas de lien entre les deux tables, de l'importance des relations et des modèles de données. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre notre relation. Voilà, mon tableau. À partir de là, si je ne veux pas, généralement, lorsqu'on crée, on essaie d'afficher des informations dans un rapport, le meilleur moyen pour vérifier si les chiffres s'affichent correctement et que les données sont bonnes, c'est via un tableau. Une fois que c'est fait, je peux transformer ça, par exemple, en histogramme groupé. Comme ça, j'ai mon premier visuel. Alors, je ferme ça, qu'on va garder ici. J'ai besoin de connaître, par exemple, le nombre de formations ou le nombre de formations réalisées par genre. Donc, j'ai besoin d'avoir le nombre de formations. C'est quelque chose que je n'ai pas actuellement. Dans la partie modélisation, on a tout ce qui est calcul, tout ce qui est calcul d'indicateur. Généralement, on dit que tout ce qui est calcul, on le sépare de la donnée. C'est pourquoi je vais aller tout simplement dans cet affichage, ou je peux le faire même dans la vue rapport, modélisation, nouvelle table. Je crée une table rien que pour stocker mes calculs. Par exemple, je vais la nommer indicateur. Je fais rien, c'est seulement le nom qui m'intéresse. Je valide entrée et par la suite, j'aurai une nouvelle table ici. Cette table, je vais commencer à créer des mesures dedans. Les mesures, c'est des calculs qui vont s'exécuter au moment où je les affiche dans mon rapport. Généralement, on préfère ne pas créer de calculs dans Power Query, ne pas trop ajouter de colonnes dans notre modèle de données, parce que le fait d'ajouter des colonnes, ça augmente la taille de notre modèle de données. Et le but, lorsqu'on construit des rapports dans Power BI, c'est d'optimiser le modèle de données au maximum. Alors, je vais créer une nouvelle mesure. Lorsqu'on crée des mesures dans Power BI, on commence par donner un nom à notre mesure. C'est pas comme dans Excel, on vient avec égal et on continue à la formule. Là, il faut donner un nom. Je vais la nommer MB formation. Et puisque je veux compter le nombre de formations, c'est dans la table liste formation, je vais tout simplement faire un count about le nombre de lignes. De quelle table? Liste. Donc j'ai toujours l'intelligence qui s'affiche pour m'aider et je sélectionne mon tableau. Je peux tabuler pour le sélectionner, puis je ferme la parenthèse, entrée. Comme ça, j'ai ma mesure qui vient d'être créée. Alors cette colonne ne sert à rien, je vais la masquer. Maintenant, je peux afficher cette information-là, puisque c'est un calcul qui génère une valeur numérique, par défaut, j'aurai un histogramme groupé. Et je vais dire, en sexe. Je peux transformer ça
on a notre visuel et l'aligner avec l'autre. Par la suite, j'ai l'âge, la date de naissance des employés, j'ai besoin d'avoir l'âge. Normalement, c'est un traitement qui était dans Power Query. Le principe, c'est que si j'ai oublié quelque chose et j'ai besoin de le réaliser, je peux toujours revenir dans Power Query, puisque c'est sur la table employé, je fais un clic droit, modifier la requête. Comme ça, j'arrive directement sur la table employé. J'ai ma date de naissance. À partir de là, je vais aller dans l'onglet Ajouter une colonne parce que j'ai besoin d'avoir l'âge. Je vais ajouter une nouvelle colonne. Dans les traitements de date, je vais demander tout simplement, alors, il est passé où? L'âge. Ça va me créer automatiquement la formule, ainsi de suite. Et par la suite, j'ai l'âge. Par défaut, c'est en jours. Donc, je peux tout simplement diviser par 365. J'ouvre les parenthèses ici et ici. Et divise là. Ça, c'est mieux. Et bien sûr, je mets en entier. Plus simple. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement, je peux aussi dire, bon, j'ai besoin du tranche d'âge, je peux ajouter une colonne conditionnelle pour dire si l'âge, par exemple, est inférieur à 26 ans, c'est le tranche d'âge, on va dire 18, 25, ainsi de suite. Et je peux rajouter d'autres clauses pour avoir, par exemple, le tranche d'âge si j'en ai besoin. Je vais fermer et appliquer. À partir de là, je vais ajouter, je peux le faire aussi par là, par exemple, en créant ce qu'on appelle un nouveau groupe. Et là, à partir de là, je vais dire, en se basant sur l'âge, je vais dire, c'est des tranches, valeur maximum, et je vais dire, en fait, c'est chaque 10 ans, si on veut. Je peux créer ce groupe-là pour que je puisse l'utiliser par la suite dans un segment. Les segments dans Power BI, ça sert seulement, par exemple, à, comment dire, à filtrer. Je transforme ça en vignette pour simplifier un peu la sélection. Ça, je pourrais sélectionner et filtrer mes données. Alors, je positionne ça ici. On va, par exemple, j'ai besoin d'analyser les formations par année, par mois, ainsi de suite. On peut ajouter un graphique courbe, le nombre de formations, par exemple, par défaut dans Power BI, lorsqu'il trouve une date, il crée automatiquement une hiérarchie de dates avec l'année, le trimestre et le mois, ainsi de suite. Je mets l'année et puis je mets les mois. Donc, tout ça, en fait, la partie création du rapport avec les visuels. C'est une partie assez simple, très intuitif, mais tout est basé sur mon modèle de données. Si mon modèle de données est mal construit, j'aurai du mal avec mes visuels. Si c'est bien construit, ça va être très simple de construire un rapport dans Power BI. Alors, une fois, on va dire que voilà, notre rapport, on l'a terminé. Créer un visuel ici. Le principe, c'est que on va vouloir le partager avec d'autres collaborateurs. Donc, pour cela, il est très important, notre rapport, on l'enregistre. Par exemple, enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, il va falloir le publier.
Et là, on le publie dans le cloud, puisque on est sur Power BI. C'est là où on a besoin réellement de licences Power BI. Donc, par défaut, chaque utilisateur qui a un Microsoft 365, il a une licence Power BI gratuite qui lui permet de publier un rapport. Maintenant, lorsqu'on veut publier un rapport, ben, en fait, on a la possibilité de le publier dans notre espace de travail parce que chaque collaborateur a son espace de travail. Lorsqu'on publie dedans, c'est privé au collaborateur. Il peut par la suite le partager s'il le souhaite. Sinon, il peut le partager dans un espace de travail qui est déjà partagé avec d'autres collaborateurs. Donc, dès qu'on le publie, bah, les autres collaborateurs, ils auront accès à ce rapport. Par exemple, moi, je vais le publier dans l'espace RH. Je valide, sélectionner. À partir de là, il compacte notre rapport, il l'envoie vers le serveur Power BI. C'est là qu'on parle de Power BI Service ou le nouveau nom qui est Microsoft Fabric. J'ai la possibilité par la suite d'ouvrir mon rapport, de me Adil, connecter. ouais, Aziz, pendant Oui, que oui, l'heure tourne, hein, il est déjà 28. oui. Et on a quelques questions, enfin on a une question en attendant qu'on en ait d'autres. Donc j'ai Mohamed qui pose la question suivante. Tu pourras la voir dans le chat, hein. C'est au niveau du paramétrage des relations, c'est toujours un vers plusieurs. Alors il y a eu un début de réponse de Pierre, mais je voulais voir avec toi si tu pouvais déjà traiter cette question. Oui. Alors, bon, voilà notre rapport publié. Pour répondre à la question, je reviens sur notre rapport. Donc, je ferme cette fenêtre. Les cardinalités, il y en a plusieurs. Donc, si je sélectionne ma relation, ben, on a 4 cardinalités dans Power BI. Dans les systèmes de base de données, on a le même principe, mais on va retrouver que 3 cardinalités dans les bases de données comme Access, Oracle, ainsi de suite. Là, les cardinalités, c'est plusieurs à 1. Donc, j'ai une table et c'est comme notre relation. On a 1 à 1. Généralement, lorsque j'ai deux tables avec une relation 1 à 1, le plus souvent, c'est des tables que je dois fusionner en une seule table. Le plus souvent. Ça dépend de mes besoins analytiques, mais le plus souvent, je vais devoir fusionner ces deux tables. Puis on a en relation 1 à plusieurs. Généralement, lorsqu'on a besoin, ben, en fait, on utilise cette cardinalité lorsqu'on a des relations avec des filtres en cascade. Tu ça. Et puis, on a la fameuse relation plusieurs cardinalités, plusieurs à plusieurs. Alors, si je change, hein, je mets un par un, bah, il n'y a pas de message et rien. Il va m'afficher un message une fois que je vais essayer d'appliquer en me disant, bah, en fait, il y a une table qui contient des doublons. Je ferme. Par contre, si je passe à plusieurs, dès la sélection, j'aurai un message qui m'alerte pour me dire, bah, en fait, il faut faire très attention avec les relations plusieurs à plusieurs. Mhm. Parce que, bon, généralement, on essaie dans un modèle de données d'éviter les relations plusieurs à plusieurs pour une meilleure compréhension un peu de notre rapport et ne pas être surpris avec des chiffres qui, qui sont pas toujours corrects, en fait. Mhm. Ouais, c'est clair. On a une autre question de Caroline. Pourriez-vous préciser dans quel cas préférer Power BI à Excel? Alors, Excel, on a, en fait, en question de comparaison, en fait, Excel aussi, c'est un outil d'analyse de données. Excel est équipé aussi de Power Query. Excel, on a la possibilité de modéliser les données avec des relations et tout, parce qu'on a Power Pivot. Dans Excel aussi, on peut utiliser du DAX. Maintenant, quand est-ce qu'utiliser Excel, quand est-ce qu'utiliser Power BI? Déjà, est-ce qu'on a toutes les licences pour utiliser Power BI? Parce que la différence par rapport à Excel, c'est que Power BI, on a plus de possibilités côté visualisation. On a la liste des visuels qui sont là, mais je peux aller obtenir plus de visuels par la suite, chose que je n'ai pas dans Excel jusqu'à ce moment-là. Autre chose, c'est la plus grande différence par rapport à Excel, c'est lorsqu'on publie un rapport. Par exemple, dans un fichier Excel, bah, je crée un rapport dans Excel et puis là, par la suite, je dois le partager avec 3 personnes, chaque personne d'un service différent. Mais chaque personne ne doit voir que les données de son service, pas les autres services. Si je le fais dans Excel, bah, je dois générer 3 classeurs. Si j'ai 20 services, je dois générer 20 classeurs.
S'il y a une modification, bah, je dois effectuer la modification dans les 20 classeurs. Dans Power Mhm. BI, on a la notion de RLS, Row Level Security ou sécurité au niveau des lignes. C'est un filtre qui s'applique au rapport selon la personne connectée. Et comme ça, il ne va voir, c'est le même rapport, mais il ne va voir que les données qui lui sont propres, ainsi que toutes les fonctionnalités qu'on a dans Power BI Service une fois que le rapport est publié. C'est là où on a la vraie différence par rapport à Excel. Très bien. Donc, Ah, ça merci. dépend du besoin. Ouais, bah, merci pour cette précision, et c'est intéressant. Dernière question avant de clore cette formation express, donc de Mohamed. Lorsqu'on souhaite partager un rapport, le collaborateur, pardon, doit-il forcément avoir le logiciel installé? Pas forcément. Je peux, par exemple, venir ici. J'ai déjà un rapport qui a été créé avec Power BI Desktop. Bien sûr, pour créer un rapport, il faut passer par Power BI Desktop. Maintenant, j'ai besoin de publier un rapport. Je vais aller dans un espace de travail ou dans mon espace de travail et puis je fais importer et bon, plutôt, je vais aller dans Accueil. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Excuse-moi. Je vais revenir dans mon espace Un de petit trou de travail. mémoire. Oui. Euh, oh, il change régulièrement. On est sur une version cloud, donc si on a une mise à jour, bah, c'est. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Euh, Nouvel élément. Non, parcourir. Non. Non, bah, écoutez, Euh, on vous l'enverra, Mohamed, si vous voulez bien. Moi, j'ai une dernière question, oui, Aziz. On oui. parle beaucoup de copilote sur Excel, PowerPoint, Teams, etc. Oui. Euh, Qui a est-ce que copilote dans Power BI. Ouais, est-ce qu'il y a Oui, un assistant, enfin un deuxième cerveau, enfin oui. comment ça marche? Dis-nous. Copilote ici, on l'a. Bah, il est là, Ouais. Mmh. d'accord. Par rapport à un espace de travail. Donc, il faut déjà, bon, Copilot, il n'est pas gratuit. Donc, Ouais. dans la suite Microsoft, donc c'est 22 euros si je me rappelle pour la Mmh. licence. Et une fois qu'on l'a, bah, en fait, c'est pour toute la partie Microsoft 365. Ça ne fonctionne que avec les éléments qui sont dans le cloud, même lorsqu'on est dans Excel. Bah, il faut que le fichier Excel soit enregistré dans OneDrive ou dans SharePoint pour que je puisse utiliser Copilot. Je l'ai ici, je l'ai aussi lorsque je vais vouloir écrire du DAX. Donc, j'ai copilote ici, je lui demande, il va essayer de créer une formule pour moi. Je l'ai D'accord. aussi, je le retrouve dans la création des mesures rapides. Et là aussi, on peut utiliser Et ça marche copilote. bien? Et ça marche. Bon, c'est de l'intelligence artificielle. On lui Ouais. demande, avec en précisant un contexte, bien sûr, il Mmh. faut être précis par rapport au contexte. Et par la suite, il faut toujours vérifier. Ouais, très bien. Toujours vérifier. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il est 35, on a dépassé de 5 minutes, désolé. Mais bon, vous étiez, demandeur, vous y avez quelques questions. Je vous ai mis le sondage, auquel, bah, j'aimerais bien que vous répondiez pour avoir un petit peu plus de feedback de votre part. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez relativement nombreux encore aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous allez recevoir le replay dans 4 ou 5 jours. Et encore une fois, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Il y a des formations donc éligibles au plan. Vous savez aussi que vous pouvez utiliser votre CPF, hein, dans le cadre d'une formation Power BI de 10 heures par exemple. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous prendre rendez-vous avec moi. Je vous enverrai un mail pour qu'on puisse vous présenter cette offre. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Excellente journée. C'était super, Aziz. Très Merci. intéressant et j'espère, à très bientôt et bonne journée. Au revoir Bonne et journée. Au merci. revoir.